Dobrze, proszę. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai un grand plaisir de vous accueillir lors de la conférence invitée de Pléiada qui sera donnée aujourd'hui par Madame Tomaszkiewicz, Teresa Tomaszkiewicz de l'Institut des langues et littératures romanes de l'Université de Poznań. Je vous remercie, Madame, de l'acceptation de l'invitation. Enfin, on est vraiment honorés de votre présence. Je me permets de dire en quelques mots quels sont vos acquis, quel est votre profil scientifique et organisationnel. Vous êtes professeur titulaire, comme je viens de le dire, à l'Institut des langues et littératures romanes de l'Université Adam Mickiewicz de Poznań. À présent, vous êtes directrice du programme de formation des traducteurs ainsi que de formation des interprètes à la Faculté des langues et des littératures modernes. Vous assurez également la direction du laboratoire de traductologie dans la même faculté. Permettez-moi de rappeler aussi que vous avez été directrice de l'Institut de philologie romane. À l'époque, c'était le nom qui a changé depuis, c'est l'Institut des langues et littératures romanes. Vous avez été également doyenne de la Faculté des langues et des littératures modernes et vous êtes actuellement membre du Conseil d'excellence scientifique Rada Doskonałości Naukowej. Sinon, vous êtes auteur ou co-auteur de 10 monographies, de 2 manuels de traductologie, de 2 dictionnaires, ainsi que de 120 articles concernant les aspects linguistiques et sémiotiques de la traduction. À côté de cette activité scientifique impressionnante, organisationnelle non moins impressionnante et de formation, je tiens à souligner votre engagement associatif, en particulier celui qui est le plus précieux pour la communauté des romanistes polonais et qui est lié avec votre participation dans le comité de fondation de Pléiada et ensuite avec votre présidence et votre travail dans les comités directeurs successifs. Et je rappelle qu'en reconnaissance de vos mérites, vous avez reçu le statut de membre d'honneur de notre association qui a été décerné solennellement avec la statuette de coq de Pléiada lors du colloque du 20e anniversaire de notre association. Et donc aujourd'hui, grâce à ce cycle des conférences invitées qui est organisé par Pléiada, les membres et les amis de notre association peuvent apprendre un peu plus sur vos intérêts scientifiques et sur vos recherches. Et donc, on se réjouit de cette possibilité. Vous allez donc nous parler aujourd'hui au sujet suivant. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, traduction en polonais du mot terme pain et de ses variantes dans des contextes culinaires, gastronomiques et publicitaires. Donc, je vous remercie encore une fois de tout cœur de votre présence aujourd'hui parmi nous et on attend avec impatience la conférence. Merci beaucoup. Madame la Présidente, merci beaucoup pour cette présentation. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis moi vraiment honorée par cette invitation et d'autant plus, je suis heureuse d'être parmi les membres de Pléiada, parmi les romanistes, parce que ça, ce sont les endroits les plus importants de ma vie. Bon, alors, je commence, comme tout le monde, par la possibilité de brancher la présentation. Je pense que ça ira vite. Voilà, est-ce que c'est visible? Oui, ça va bien, moi je vois. D'accord, Oui, alors voilà. Tout va bien. Donc, voilà le titre de la présentation. Je ne veux pas la... Ah, mais ça ne passe pas maintenant, ça ne va pas plus loin. Bon, je vais essayer de proposer une autre forme parce que ça... Ça ne défile pas. Non, non, je veux voir...
Et pourtant, pendant l'essai, ça marchait Oui, bien. tout à c'est l'heure, ça? ça a marché, tout à mais fait. on va... Mm. Chyba jakiś problem z internetem, pani profesor. Tak, też mi się wydaje, że pani profesor jest figée. Robiliśmy próbę i wszystko szło świetnie. No właśnie, może za chwilę się coś odblokuje. Tak, chyba. On ne vous entend pas, madame la professeure? Ça, ce sont vraiment des choses désagréables. Madame la professeure, on... Już Dobrze, dobrze. Ça va. byłam rozłączona, połączona, teraz próbuję jeszcze raz prezentować. OK, on vous voit, on vous entend. Ça, ce sont des moments vraiment importants, mais il faut les passer. Oui. Tout à fait, oui. Avec courage. Non, et tout était préparé, mais maintenant... Tout à fait, oui, 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 c'était... Tout marchait à merveille. Oui, on les voyait défiler, c'était sans C'est aucun la problème. méchanceté des nouvelles technologies. Oui. Ça nous malmène comme ça. Mais bon, on va y arriver. Oui. Oh, maintenant, je suis là. Maintenant, j'essaie de partager encore une fois l'écran. Ça y est, ça vient. Ça va. Maintenant, il faut voir si ça marche. D'accord. Peut-être qu'on peut laisser comme ça, non? Si ça ne vous dérange pas trop. Si vous voyez bien, on va laisser comme ça parce que je vois qu'il y a Oui. toujours le blocage. Hier, il y en avait, ce matin, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Bon, si ça marche comme ça, on va laisser comme ça. Oui, on voit très bien, donc pas de problème de notre côté. Très bien. Encore, il faut que je diminue là. Oh. Bon, alors écoutez, je commence avec quelques secondes de retard. Alors, je dois dire que ce que je pense vous présenter, c'est le résultat d'une recherche qui a été menée en 2019, juste avant la pandémie. Et cette recherche a été causée par le fait qu'une nouvelle boulangerie dite française s'est ouverte à Poznań. Et il y avait les matériaux publicitaires et autres que deux traductrices ont dû traduire. Et ils se sont adressés à moi en disant qu'il y avait certains problèmes traductologiques, elles voulaient qu'on consulte la chose. Tout d'abord, je pensais qu'il s'agissait d'un problème simple, facile à résoudre, mais le fait c'est-à-dire les consultations, la prise de connaissance de ces matériaux m'a montré que le problème n'est pas si simple que ça. Et cet événement a déclenché toute une série de recherches que j'ai menées après moi-même dans les différentes boulangeries françaises qui fonctionnaient, et beaucoup d'entre elles fonctionnent jusqu'à aujourd'hui avec justement certaines perturbations pendant la période de la pandémie, mais fonctionnent encore. Et la majorité des produits que je présente dans la suite fonctionnent encore. Donc, je pense que les propos que je pense vous présenter n'a pas vieilli. Tout au contraire, comme j'ai discuté cette problématique dans quelques cercles différents, aussi bien français que polonais, il y a de nouvelles questions qui ont apparu et qui ne concernent pas uniquement le pain et les boulangeries françaises, mais qui concernent, à vrai dire,
les relations, il me semble, entre la traductologie et la linguistique et certaines observations qui concernent le fonctionnement, par exemple, de proverbes dans la société contemporaine. Donc, tout en présentant la thématique concernant ces boulangeries françaises, je pense élargir cette réflexion à ces nouvelles observations que j'ai pu faire pendant le développement de mon intérêt pour ce sujet. Alors, nous savons tous que la notion de pain possède une longue tradition spirituelle, socioculturelle, mais aussi pragmatique dans toutes les sociétés mondiales. Elle est plurivalente et multidimensionnelle, dotée de significations connotatives variées, mais en même temps, elle renvoie à un aliment présent dans la majorité des cuisines mondiales, connu toutefois sous des formes extra-linguistiques différentes. Donc là, je vous présente le plan de mon exposé et je veux dire que l'apparition de ces boulangeries polonaises, boulangeries françaises en Pologne, il y a une quinzaine d'années, même moins, a causé la nécessité de développer une certaine argumentation par les boulangers français qui étaient obligés de mener des campagnes publicitaires variées pour attirer l'attention des récepteurs polonais. Ils ont dû démontrer que leur offre est meilleure que celle locale. Par conséquent, on a développé un discours spécifique pour démontrer la supériorité des pains français sur les produits locaux, ce qui ne pouvait pas être négligé par les traducteurs. Et je rappelle que la tradition de pain est aussi forte que celle en France. Donc, nous avons aussi des très bons pains polonais et produits boulangers. Donc, et en plus, nous sommes conscients du fait que l'offre française était plus coûteuse que celle polonaise, donc il a fallu effectivement faire quelque chose pour attirer les clients potentiels. Alors, cette étude, dans ce contexte, a un caractère évidemment pragmatique et elle pense analyser ce mot ou ces termes. Et là aussi, c'était discutable parce qu'à un certain moment, on a discuté avec le collègue, est-ce qu'un traducteur traduit de mots, traduit de notions, traduit des termes? Donc, je reviendrai à cette problématique plus loin. Au moment où on effectue les choix traductologiques, quels sont ces éléments qui influencent le plus ce choix, c'est-à-dire quels sont les éléments contextuels qui déterminent certains choix traductologiques. Dans cette présentation, je vais prendre en compte non seulement le mot pain, mais aussi les appellations des ingrédients nécessaires pour sa fabrication, nom des produits, offerts aux clients ainsi que la terminologie apparaissant dans ces publicités. Donc, je veux commencer par quelque chose. Donc, voilà le petit plan que vous avez pu lire de mon exposé. Et donc, je passe à des notions qui sont très connues par tout le monde et pourtant, je vais les voir dans le contexte justement de la notion de pain, du mot de pain. Alors, nous connaissons très bien le signe saussurien qui se compose de deux facettes inséparables, signifiant et les signifiés. Donc, nous savons très bien, c'est le concept, c'est les signifiés, et image acoustique, c'est les signifiants. Donc, dans la vision de Saussure, à l'image
à l'image d'un arbre typique, correspondait une suite de sons qui voulait dire arbre. Mais si nous pensons au mot pain, donc nous avons un terme, mais ça ne garantit pas le déclenchement dans la tête des utilisateurs, en plus de différentes langues, la même image. Et ces images peuvent varier en fonction de la culture, en fonction de certaines expériences personnelles, en fonction d'une certaine contextualisation plus générale. Donc, si nous pensons à ce triangle sémiotique, nous avons donc le terme, un mot. Bon, le terme, au moment où nous sommes dans le contexte de l'industrie boulangère, nous pouvons parler d'un mot si nous nous trouvons dans le contexte de la langue en général. Nous avons un signifié qui devrait, donc le mot devrait déclencher une image, un concept, mais ces concepts, en fonction de la culture, peuvent être un peu différents. Et en fin de compte, ce mot ou ce terme renvoie à des référents différents en fonction, encore une fois, de la culture. Donc, encore une fois, le pain comme phénomène est présent dans la majorité des cultures mondiales et en même temps, ça ne veut pas dire que pour tout le monde parlant langue différente et ayant dans leur vocabulaire une notion correspondant à ce que nous comprenons par pain ou chleb, ça ne veut pas dire que le signifié dans toutes les cultures et en plus le référent sont le même. Donc, en fonction de cette constatation, nous avons voulu présenter et nous nous sommes tournés vers une notion ou une idée exprimée par l'école polonaise de Lublin, fondée par professeur Bartniński, qui utilise le terme językowy obraz świata, c'est-à-dire le groupe qu'il a constitué à l'université Marie Curie-Skłodowska a postulé, notamment dans les travaux de professeur Piotr Karnińska ou de Vitala, qu'il est nécessaire de rapprocher cette image du monde, l'image linguistique du monde, c'est-à-dire cette appellation polonaise językowy obraz świata, à des activités traductologiques. Notamment, ces auteurs sont aussi en même temps traductrices, donc analysent la problématique du point de vue de leur expérience aussi bien pratique que théorique. Et alors, quand j'ai pris connaissance de ces travaux, d'ailleurs, je participais à certaines rencontres de ce groupe, j'ai constaté que cette notion d'image linguistique du monde qui devrait aider les traducteurs dans ces réflexions concernant la recherche d'un équivalent traductologique, sont beaucoup plus, à mon sens, valables dans le contexte de la traduction littéraire que de la traduction utilitaire, la traduction pragmatique. Or, le contexte que j'analyse, c'est-à-dire le contexte publicitaire,
s'approche en quelque sorte, dans quelques contextes, dans une certaine mesure, au contexte littéraire. C'est-à-dire quand nous pensons à certains slogans, quand nous pensons à cette activité d'attirer l'attention, de créer quelque chose d'inattendu, surprenant, là, nous avons certains mécanismes, nous pouvons observer certains mécanismes où il est possible de comparer la traduction littéraire à certains éléments de la traduction de spécialité, notamment dans la sphère de marketing. Bon, alors, prenant en compte ces prémices que j'ai présentées, je vais rappeler brièvement quelques moments historiques du pain comme tel. Alors, l'invention du pain est due à la civilisation égyptienne et on dit qu'il a été inventé à peu près dans l'année 3500 avant Jésus-Christ, où il était fabriqué à partir de mélange de céréales de l'eau de Nil. Dans l'Antiquité, les céréales incarnent le mystère de la vie qui se renouvelle et la symbolique du grain se répète dans toutes les civilisations. Par extension, le pain est symbole de vie, de mort, de renouveau. Donc, la notion pain a une longue tradition spirituelle, socioculturelle, mais aussi pragmatique dans toutes les sociétés mondiales. La tradition chrétienne, dans cette tradition, pain devient un élément central du culte, d'où d'ailleurs cette citation dans le titre de ma présentation. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Et là, nous avons un problème fondamental. Est-ce que ce pain qui apparaît justement comme un symbole, un terme mystique, c'est le même pain que nous mangeons tous les jours? D'une certaine manière, il y a certaines valeurs, parce que plus loin, je veux montrer quelques proverbes, quelques dictons provenant de des langues, donc il y a certaines valeurs qui apparaissent dans ces formes de la sagesse populaire, sûrement sous l'influence du culte, sous l'influence de la religion. Mais alors, quelle est la relation directe entre cette notion et ce mot « pain » qui apparaît dans le dictionnaire et qui est un terme dans l'industrie boulangère? Voilà un problème devant lequel un traducteur peut se trouver. Donc, pour résumer, pain, c'est une notion plurivalente et multidimensionnelle, dotée de significations connotatives variées. Or, elle renvoie à un aliment de base de nombreuses cultures, produits de consommation ayant des formes différentes. Donc, cette dichotomie de notions s'explique encore mieux à travers les expressions toutes faites, fonctionnant dans les diverses sociétés, ce que je viens de mentionner. Et il y a 2 jours, ma professeure Skibinska, en sachant que je veux présenter cette conférence sur le pain, m'a envoyé son article qu'elle a publié en 96, donc il y a déjà longtemps de ça, dans Studia Romanica Vratislaviensia, peut-être je me trompe dans le nom, mais à Wrocław, où effectivement elle a comparé les expressions figées françaises et polonaises comportant le mot pain. Mais son étude que j'ai vue, j'avoue, pour la première fois il y a 2 jours, essaie de tirer des conclusions de ces proverbes, d'une certaine attitude des 2 sociétés par rapport à cette notion et à ce phénomène pain.
Moi, j'ai pris en compte une centaine de proverbes et expressions toutes faites comportant ou n'est pas comportant, ça dépend de quel nous parlons, ce mot, cette notion pain, pour voir la chose du côté du traducteur, c'est-à-dire est-ce qu'il peut dans la langue, dans les deux langues en question, trouver des expressions équivalentes ou des expressions équivalentes du point de vue sémantique, mais pas du point de vue formel, etc. Donc, j'ai fait cette analyse d'une manière qui prenait en compte le problème du traducteur et non pas bon, évidemment, j'ai dû voir quel est le sens général qui en découle, mais je me posais dans ce cas-là c'est-à-dire dans la position du traducteur et de choix qu'il est obligé d'effectuer au moment de la traduction de ces proverbes. Et donc, évidemment, de cette investigation, j'ai pu tirer la conclusion générale, qui d'ailleurs est apparue dans le travail de Skibinska, que l'image linguistique du monde est différente dans les cultures en contact pendant la traduction, mais et là, c'est important du point de vue d'un traductologue, elle n'empêche pas la possibilité de transfert des textes. Toutefois, ne garantit pas forcément une compréhension absolument identique par le récepteur de la source et le récepteur du cible. Et ça, c'est une constatation très importante qui comporte encore un terme qui m'est paru dernièrement très discutable, notamment dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on comprend ou qu'est-ce qu'on comprend effectivement par la notion de compréhension? Et là, je reviendrai par la suite parce que elle n'est pas évidente, elle n'est évidente non plus. Donc, moi, j'ai constitué plusieurs tableaux concernant la comparaison des proverbes français, proverbes et expressions toutes faites françaises et polonaises, que je ne pense pas maintenant analyser, mais tout simplement, je montre que ces catégories sont nombreuses et je vais présenter seulement la mise au point de cette recherche. Donc, j'ai analysé à peu près 100 expressions comportant le mot chleb et 53 avec le mot pain. Et la première observation est importante pour un traducteur. Les correspondances directes entre les formules françaises et polonaises sont vraiment rares. Et donc, voilà quelques figures qu'un traducteur peut trouver dans ce contexte. Alors, évidemment, il y a des expressions françaises avec le mot pain sans correspondant polonais. À pain dur d'un aigu, à mal enfourné, on fait les pains cornus. Je donne seulement 2 exemples pour chaque catégorie pour ne pas me prolonger trop. Les expressions, vice-versa, les expressions polonaises contenant le mot chleb, sans correspondant français, daj Boże chleb, a ja zęby znajdę, kto ma chleb, ten ma wszystko, witać chlebem i solą, bez chleba i soli zła miłość, chleb płacze, gdy go darmo jedzą, chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty. Troisième figure, expression française avec le mot pain, possédant un correspondant polonais sémantique, mais sans le mot pain, pour un morceau de pain versus za pół darmo, ne pas manger de ce pain-là versus na to niść, mieux vaut pain en poche que plume au chapeau, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, être grossier comme du pain d'orge, być tout simplement być grubiańskim. Expression polonaise avec le mot chleb, ayant un correspondant français, mais sans le mot pain. Dobry chleb, kiedy nie ma kołacza, versus faute de grive, on mange de merle.
expressions françaises et polonaises semblables. Et ça, ce sont les cas le plus rares, à vrai dire. Gagner son pain versus zarabiać na chleb, ôter le pain de sa bouche, odebrać sobie od ust ostatni kęs chleba. Image, et ça était une figure que j'ai présentée tout à l'heure, caractérise d'autres proverbes, d'autres expressions toutes faites dans le contexte traductologique ou dans le contexte comparatif. Mais image de la priorité du pain blanc sur celui noir, mais reposant sur un imaginaire différent. Manger son pain blanc le premier, le main noir font manger le pain blanc. Kiedy się chleba nie naje, to bułką nie nasyci, to ma chleb, szuka bułki. Et expression de sens comparable mais culturellement marquée, du vin, du fromage et du pain font un bon festin. Chleb, piwo i świeca zdobią szlachcica. Expressions modifiant leur sens premier et acceptant de nouvelles formulations sous le fait de la globalisation, se vendre comme de petits pains. Chez nous, il existait l'expression iść jak woda, mais maintenant, celle sprzedaje się jak ciepłe bułeczki est de plus en plus répandue. Et alors là, j'aimerais bien faire une remarque qui découle de mes discussions avec les collègues français. Alors, dans le contexte où j'ai essayé de dire que quand même, dans les sociétés, cette sagesse populaire exprimée dans les expressions toutes faites et proverbes détermine la façon de percevoir certains phénomènes par la société, donc participe à la création de cette image linguistique du monde. J'ai entendu des voix qui se sont opposées à cette vision et qui me disaient que maintenant, les jeunes ne connaissent absolument pas de proverbes, qu'ils n'utilisent pas de proverbes et que le proverbe, c'est une vieille chose qui est peut-être intéressante à analyser pour des linguistes, mais elle est peu opératoire dans le contexte de la traduction contemporaine. Je ne suis pas absolument d'accord avec cette constatation, mais elle donne à penser. Et le deuxième cas que j'ai vécu dernièrement, j'ai présenté une personne au titre du professeur qui a préparé un bouquin concernant justement la parémiologie et la comparaison des expressions figées polonaises et française, et un des rapporteurs a dit qu'elle a le mérite de vérifier à quel point les proverbes sont connus de la jeune génération, et malheureusement, ça s'était souligné, malheureusement, cette découverte est telle que les jeunes d'aujourd'hui peut-être utilisent de même, peut-être connaissent des citations provenant de la vie politique quotidienne, mais qu'ils connaissent de moins en moins les expressions toutes faites, les proverbes, et en plus, même s'ils les comprennent, ils ne les utilisent pas dans leur discours quotidien. Voilà, ça c'est triste, mais c'est une des observations que j'ai faites pendant les études concernant le pain. Bon, alors maintenant je veux présenter un tout petit peu, bon, j'ai déjà parlé un peu de ce contexte et du corpus de la recherche, mais quelques éléments encyclopédiques. Ces données, comme j'ai dit, proviennent de l'année 2019. Je n'ai pas vérifié à présent ces chiffres, parce que la pandémie a énormément bouleversé la situation de certaines boutiques, parmi lesquelles il y a aussi les boulangeries privées. Boulangerie boutique, je ne parle pas de la vente du pain dans les grandes surfaces. Donc, le pain se vend dans les boulangeries partout, évidemment, présente dans les voisinages de l'homme contemporain. En 2018, on a recensé plus que 29 000 boulangeries en France, en Pologne à peu près 9 000 et pour comparer par exemple 12 000 en Allemagne. Une baisse constante de ces entreprises est observable
était déjà observable à l'année 2018, c'est-à-dire on constatait la baisse de la consommation du pain en général, ce qui ne veut pas dire que les gens n'en consomment plus, mais tout simplement ça baisse et la pandémie a causé la baisse aussi, l'augmentation des prix. Il y a beaucoup de causes économiques mais quoi qu'on dise, le pain reste un aliment consommé quotidiennement. La globalisation des contacts internationaux cause le transfert de certaines habitudes alimentaires d'une zone culturelle à une autre. Donc, on fait la connaissance des nouveaux produits, des endroits de leur vente. Par conséquent, on fait la connaissance de cultures nouvelles de consommation. Donc, l'implantation justement en Pologne de ces boulangeries dites françaises participe à ce phénomène de propagation de cuisine nationale au niveau mondial. Et donc, par conséquent, les gens sont habitués à une nouvelle offre. Donc, nous avons des restaurants chinois, japonais, italiens, etc. Nous connaissons des publicités pour attirer des clients de ces nouveaux restaurants, nouveaux magasins, nouveaux produits. Et par conséquent, le phénomène de l'apparition d'un nouveau vocabulaire pour décrire ces nouveautés, ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus, n'est-ce pas? Donc, ces boulangeries françaises se placent dans un phénomène global que nous observons depuis un certain temps. Et donc, les étapes de ma recherche ont été déjà présentées au début, donc consultation avec les traductrices, de ce premier menu que j'ai pris en compte d'un restaurant pour les Poznaniens, c'est connu, Big Bonjour, des problèmes problèmes traductologiques qui étaient liés aussi bien au transfert interculturel qu'au transfert interlinguistique. Et première conclusion, c'était telle qu'il n'y avait pas de correspondance directe entre les mots pain et chleb, ce que je veux démontrer encore plus loin. Donc, et mon corpus était constitué au fur et à mesure de menus de boulangerie française, pages Internet avec des différents éléments de la publicité, photographies illustrant les différents produits englobés par cette notion pain. Et boulangerie que j'ai pris en compte, c'est justement Big Bonjour, Vincent, Inna Piekarnia, Honoré, Charlotte, Paul, Petit Paris, Le Parler, Natural Bake Crafters, où nous trouvons aussi bien les produits multiculturels, mais aussi des offres françaises. Comme vous voyez, parmi ces institutions, il y a de boulangeries dites privées, uniques, comme Big Bonjour, et les chaînes comme Paul, Petit Paris, c'est aussi une boulangerie à Poznań, mais Charlotte, Paul, ce sont des chaînes. Et l'analyse de ce matériau m'a démontré qu'il y a une certaine répétitivité des éléments publicitaires. J'ai dit, le texte que j'ai analysé doivent comporter des éléments publicitaires, les éléments de marketing, parce que ces éléments servaient à attirer les clients et à leur démontrer que les produits français sont hors commun, sont meilleurs, sont très bons, etc. Donc, je vais maintenant vous montrer quelques éléments, soit linguistiques, soit sémiologiques, qui servaient à ce propos. Alors, première observation de l'adjectif français franzuski qui acquiert dans le texte que j'ai analysé
une signification supplémentaire. Donc, francuski veut dire très bon, meilleur que le polonais. Najlepszy francuski młynarz, francuskie gatunki mąki, francuska firma. On répète cet adjectif avec beaucoup d'éléments qui apparaissent dans ce matériau. Ce francuski est souligné encore par l'aspect augmentatif prawdziwy francuski chleb, prawdziwe francuskie gatunki mąki. Et cette valeur française est encore soulignée par la présence du français en tant que citoyen de l'Hexagone. Donc, un spécialiste provenant de la France est aussi assimilé à l'image d'un spécialiste hors commun. Donc, chleb przygotowany pod okiem Francuza, jestem Francuzem, mieszkałem w Paryżu. Donc, ça, ce sont des éléments absolument publicitaires qui, bon, théoriquement ont leur sens simple, renvoyant à une nationalité, à une région, mais dans ce texte, ils acquièrent de significations supplémentaires. Donc, c'est lui, ce propriétaire d'une boulangerie, produit un pain qui est très bon, meilleur, d'une grande qualité. Et ces boulangeries, évidemment, sont personnalisées, c'est-à-dire que leur chef, créateur, un vrai Français qui garantit la qualité, la tradition et l'écologie. Je m'appelle Victor, je suis français, j'ai habité à Paris. Ma mère m'a appris à apprécier une bonne nourriture saine. Je me suis promis d'ouvrir une boulangerie en Pologne. Dans mon travail, j'utilise des produits d'une grande qualité, telle que j'aimerais personnellement manger. Donc, on a dans un petit fragment, on a souligné 5 ou 6 fois qu'il s'agit de lui, propriétaire, celui qui produit le pain. Et il aimerait personnellement manger, donc il conseille à tout le monde de faire la même chose. Mais cette personnalisation parfois a été amenée à une certaine absurdité, c'est-à-dire justement dans cette Big Bonjour, il y avait quelque chose qu'on a appelé chleb autorski, pain qu'il a voulu après pain de l'auteur, ou même il a proposé, parce qu'il connaissait un tout petit peu le polonais, chleb wiktorowy. Donc, il y avait beaucoup de problèmes de lui dire qu'on ne peut pas appeler un chleb wiktorowy parce que ça paraît un peu absurde. Donc, à cette couche linguistique et la dimension sémiologique visuelle, les chefs français apparaissent avec leur pain sur les pages Internet en tant qu'élément publicitaire. Donc, voilà les photos. Poproszę o ciszę. Voilà, donc ces genres de photos étaient fréquents. Encore, on observe l'élargissement de la valeur sémantique d'autres lexèmes, comme des lexèmes qualifiants. Prawdziwy francuski, j'en ai déjà parlé, coïncide avec un autre, tradycyjny francuski, assurant la qualité. Artisanal, fait à la main, fait maison, czyli chleb, bułki rzemieślnicze, robione ręcznie, domowe, effectivement, elles doivent paraître meilleures que celles offertes par les boulangeries polonaises. Et la valeur valorisant le produit embrasse également de nouvelles tendances écologiques, donc bio,
écologique naturel. Effectivement, ce ne sont pas seulement le moyen linguistique ou publicitaire utilisé dans les boulangeries françaises, elles sont utilisées partout, mais dans les matériaux que j'ai analysés, ils sont relativement fréquents. Donc, les pains de ces boulangeries ne contiennent aucun additif chimique, colorant, agent de conservation, améliorant la saveur ou tout autre élément artificiel. Donc, un vrai pain français est meilleur que le polonais car il est produit de meilleurs ingrédients français et en même temps, il est écologique. Pour intensifier l'impression de la qualité, on présente, et ça c'est quelque chose de nouveau parce que le Polonais ne connaissent pas ces labels de qualité dont jouissent les produits offerts. Souvent ce sont des labels soit européens, soit français, carrément français. Donc, par exemple, apparaissent des labels comme Label Rouge, Bio, CRS, Valrhona, et qui sont décrits dans le matériau en polonais pour que l'acheteur potentiel, le consommateur potentiel puisse apprendre comment on classifie, de quelle manière on dote certains produits de ces différents labels de qualité. Donc, je ne pense pas maintenant analyser avec vous ce texte, mais tout simplement montrer comment on introduit ces éléments marketing dans cette description de cette offre. Je dois dire que cette publicité, une observation qui concerne ce matériau, que cette publicité est adaptée aux récepteurs. Donc, on observe beaucoup d'amalgames anglo-français. Je dois dire que ces boulangeries françaises en Pologne répondent à la demande de certains snopismes, je dirais, de certains groupes sociaux. D'ailleurs, cette vision de quelque chose de français qui est beau, mondial, peut-être a été un peu dominée par l'addition de production de produits américains, mais pas dans le domaine de culinaire sûrement, n'est pas dans le domaine de parfum. Bon, on parle de la mode italienne, mais on n'oublie pas quand même la mode française. Donc, ça ne concerne pas seulement le pain. Donc, mais derrière cette dénomination française, sûrement se cache un certain besoin de paraître dans des contextes français. Et bon, connaissance des langues n'est pas très élevée en ce qui concerne le français, mais beaucoup de gens jeunes parlent de plus en plus couramment l'anglais. Donc, dans beaucoup de ce matériau, on observe le jumelage des éléments provenant de la langue française et anglaise. Même le nom de cette boulangerie, c'est Big Bonjour. Nous avons Petit Paris, mais le développement est Bistro and Bakery. Bon, un nom qui me paraît absurde, participe passé, parler, comme le nom de la boulangerie, ou menu uniquement en polonais et en anglais, et avec des propositions comme par exemple Cake Pops. Donc, ça ne veut pas dire que l'offre est uniquement française, mais quand je demandais à des serveuses de l'endroit est-ce qu'elles comprennent ce que ça veut dire parler, elle m'a dit no to coś takiego z mówieniem związane. Bon, alors je pense que même le personnel n'est pas très conscient de la signification de cette boulangerie. Et il y a encore une tendance de mettre des lexèmes apparemment français, mais avec beaucoup de fautes en français. Par exemple, nous avons une expression crème pâtisserie au lieu de crème pâtissière, mais je comprends qu'on a pensé qu'un Polonais aurait des problèmes à lire
un mot avec plusieurs accents. Crème chantilly, kavowe, au lieu de crème chantilly, mais quand même, on a mis un accent aigu sur « e ». Donc, ça sent français. Et voilà notre boulangerie, café, bistrot, boulangerie parlée. Et maintenant, donc, arrêtons-nous un petit moment sur les activités traductologiques. Donc, en général, dans un domaine culinaire, l'activité traductologique s'amène fréquemment au transfert non seulement linguistique, mais avant tout culturel. Reconnaissance de certains produits peut se faire à l'aide des images servant de référents en notions inconnues. Nous connaissons beaucoup d'endroits et beaucoup de restaurants étrangers provenant de cultures plus orientales, plus exotiques, où pour les noms directement transférés du pays en question, on présente les photographies ou les images de plats offerts ou qui se cachent derrière ces appellations. Donc, on peut se poser la question si la visualisation est équivalente à la compréhension. Et je dirais que non, parce que dans le domaine de culinaire et du pain aussi, ce qui est important dans la compréhension, c'est le goût. Et la photo nous présente la forme, mais pas des ingrédients, pas le goût. Et ça, c'est le plus important dans le domaine de culinaire. Donc, la notion de compréhension, comme je dis au début de cette présentation, du point de vue de l'utilisation de la traduction, est aussi discutable. Donc, mais quand même, on a dans ces matériaux que j'ai pu consulter dans beaucoup de cas, aussi bien dans la version originale que dans la version traduite, on a essayé d'utiliser certaines méthodes ou technologies de traduction, techniques de traduction qui devraient, ou procédés qui devraient assurer une compréhension maximale. Donc, une figure d'ailleurs connue dans d'autres sphères de traduction, c'est un équivalent en forme d'empreinte lexicalisée. Donc, nous avons dans la langue des termes déjà lexicalisés, non seulement en français et non seulement dans le domaine de boulangerie, mais beaucoup de plats que nous mangeons comme pizza, comme hamburger, etc., ce sont des équivalents ou des empreintes lexicalisées. Donc, nous avons baguetka, brioska, tarta, qu'on introduit dans les textes traduits sans problème. On souligne parfois leur spécificité, tradycyjna bagietka francuska, szwajcarska brioska, czy francuska tarta. Et certains de ces mots se sont tellement lexicalisés qu'elles prennent des... Oh, attendez. Qu'elles prennent des terminaisons morphologiques polonaises, quiche, sandwich, croissante. Et nous observons aussi certains procédés d'adaptation, nom de produits plutôt de provenance polonaise, bułka z oliwkami, figami, chałka, kanapka z serem i szynką. Encore, nous avons d'autres phénomènes, nous observons équivalents notionnels existants versus référents différents. Et là, c'est, je dirais, un élément fondamental de cette recherche. Dans le dictionnaire, quand nous cherchons le mot pain, nous avons un correspondant polonais, chleb, et vice-versa.
Et quand nous avons pain des campagnes, nous avons un correspondant direct, chleb wiejski. Or, pain des campagnes, ce n'est pas la même chose que chleb wiejski. On utilise les différents types de farine et leurs proportions dans ces deux types de produits, et leur texture est différente. Dans le pain des campagnes, la croûte est plus croustillante. Donc, on propose dans les menus de ces boulangeries de décrire ce qui a été utilisé pour produire le pain de campagne. Donc, pain de campagne sur le levain dur de seigle, farine de blé label rouge et farine de seigle bio, pain typiquement français, développement beaucoup d'arômes avec une croûte bien cuite. Et la traduction, chleb wiejski na zakwasie żytnim, upieczony na bazie połączenia mąki pszennej, label rouge. Et je signale qu'à côté de label rouge, il y avait un astérix où on a expliqué au récepteur polonais ce que cela veut dire label rouge, ce qui n'était pas nécessaire dans la version française parce que label rouge, théoriquement, est connu des Français. Z mąką żytnią bio jest to typowy francuski aromatyczny chleb o dobrze wypieczonej skórce, czyli on ne se limite pas à traduire pain de campagne przez chleb wiejski, mais on souligne que jest to typowy francuski aromatyczny chleb o dobrze wypieczonej skórce. Voilà. Et maintenant, bon, les images présentent pain de campagne chleb wiejski, qui apparemment ne sont pas très différents. Et pourtant, l'image, je veux souligner encore avec force, l'image ne garantit pas ne garantit pas totalement la compréhension, notamment dans le domaine culinaire. Pas seulement. Bon, encore une autre technique de traduction, ce sont les empreintes avec explication, qui sont aussi connues dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Donc, la tourte de meule bio sur le levain liquide de blé, farine de blé bio moulu à l'ancienne, sur meule de pierre en basalte, gros sel de Bretagne. Et voilà la traduction, chleb tourte. Donc, nous avons un empreinte du nom, 100% bio, na płynnym zakwasie pszennym, upieczony na bazie mąki pszennej bio, mielonej w tradycyjny sposób na kamieniu z bazaltu, z dodatkiem gruboziarnistej soli z Bretanii lub z regionu Camargue. Je ne sais pas pourquoi cette Camargue est apparue dans ce contexte, mais ce sont les matériaux que j'ai consultés, ça s'est présenté comme ça. Bon, donc l'empreinte se trouve dans le nom de ce produit et ces éléments ajoutés, c'est 100% bio et z regionu Camargue. Et voilà, j'arrive au dernier point de ma présentation, c'est-à-dire cette activité, j'ai déjà signalé cette activité traductologique dans ce contexte et dans d'autres contextes culinaires est accompagnée de certaines visualisations en forme de photos ou en forme même de produits même qui sont présentés dans le stand ou dans l'Internet. Donc, la présence d'éléments sémiotiques dans le texte aujourd'hui est très fréquente, non seulement dans le cadre culinaire ou dans le cadre de boulanger. Donc, dans ces visualisations, il y a aussi deux choses surprenantes. Donc, par exemple, on propose des produits, à vrai dire polonais, parce que chałka, ce n'est pas forcément ni nom ni invention polonaise, c'est un pain de tradition juive, très répandu en Pologne, mais je ne veux pas dire que c'est un pain purement français. Et donc, on présente ces pains à côté des pains français avec leur nom
polonais et dans le contexte des boulangeries françaises qui n'est pas un produit français. Donc, c'est un peu déroutant pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture française parce qu'il peut penser que justement Rauka est un produit typiquement français. Et alors, encore, j'aimerais bien, presque pour terminer, montrer comment les visualisations peuvent être déroutantes. Donc là, vous voyez le produit pain au raisin que nous connaissons tous, c'est pas seulement les francophones, mais les gens se sont habitués à ce produit parce qu'ils sont présents dans les boulangeries en Pologne. Mais voilà, dans les différentes boulangeries, l'appellation n'est pas la même. D'ailleurs, en France non plus, mais ça peut être déroutant. Donc, Big Bonjour, ça s'appelle Schlimak. Donc, nous avons une traduction directe, n'est-ce pas, du mot escargot. Dans Paul, on n'a pas de traduction, mais on a l'empreinte tout court, escargot. Et peu importe que le consommateur ne sache pas ce que cela veut dire escargot, mais il s'adapte. Plus loin, nous avons donc monocle. Donc, encore une fois, un empreinte, n'est-ce pas? Évidemment, l'orthographe n'est pas correcte, mais ça, c'est fréquent. Et là nous avons donc, encore une fois, empreinte pain au raisin, mais avec une faute, parce qu'il faudrait qu'il y ait un pluriel là. Donc, j'arrive à des conclusions. Donc, la traduction dans le domaine culinaire, ici dans le domaine des boulangeries, est un acte interculturel important. La globalisation assure la possibilité de changer ses habitudes et d'introduire de nouveautés dans le menu quotidien. C'est aussi un objectif des boulangeries françaises en Pologne. La question linguistique qui se pose concerne la façon de nommer ce que le consommateur pense introduire dans son menu. Le rôle d'un traducteur professionnel devient important. Non seulement il doit trouver des moyens linguistiques et sémiotiques pour expliquer des termes et des notions décrivant un nouveau produit, mais aussi il est censé d'assurer leur compréhension dans le cercle de récepteurs d'arrivée. Il en résulte que la compréhension, au-delà de sa dimension linguistique, embrasse également et avant tout un savoir encyclopédique formé des connaissances interlinguistiques et du contexte cognitif. Je dois souligner que ces termes que j'ai utilisés à la fin, ce sont des termes pivots de la théorie interprétative de traduction de Seleskovitch et Lederer, où effectivement elle soulignait que pour la compréhension, il est nécessaire non seulement la compétence linguistique, mais la compétence qu'ils ont appelée encyclopédique et Lederer a proposé de diviser cette compétence encyclopédique en connaissance extralinguistique et contexte cognitif, c'est-à-dire contexte de l'apparition du mot, de phrase, d'une séquence qu'on doit traduire. Et là, je pense, c'est un point qui sépare, c'est peut-être pas le mot, mais qui peut mener à des disputes entre les linguistes et traductologues. Par exemple, l'étude linguistique d'expression parémiologique et l'étude comparative, c'est quelque chose de très, très important. Ça montre effectivement les valeurs différentes caractérisant les cultures différentes. Mais cette étude peut être ou même ne pas être utilisée par le traducteur pour qui le contexte d'apparition
d'un terme, d'un mot, d'une expression, d'une phrase ou d'une séquence plus longue. C'est un élément le plus important pour effectuer un choix traductologique. Et le deuxième élément, c'est le but de la traduction. Là, spécialement, j'ai présenté un but marketing, un but publicité. Et là, certains choix traductologiques ont été sûrement dictés par justement ce but publicitaire et pas uniquement linguistique. Donc, j'aimerais bien citer encore professeur Dorota Schliemann, qui est avec nous, où dans la publication de son article dans Roczniki Humanistyczne, j'ai appris qu'en Pologne, la baguette est connue comme symbole de la France. On l'appelle couramment baguette française. Or, en France, les meilleures baguettes sont faites à partir de la préfermentation polish, polonaise, qui a son origine en Pologne, et ce sont les boulangers viennois qui l'introduisirent en France pour Marie-Antoinette. Aujourd'hui, on trouve en France une baguette Polish Polka, fabriquée avec un mélange de préfermentation d'origine polonaise, la Polish, considérée comme un classique d'origine. Et c'est avec cette préfermentation qu'Antti Texera a obtenu le prix de la meilleure baguette à Paris en 2014. Donc, les boulangeries françaises, finalement, ne sont pas tellement éloignées de la culture polonaise. Donc, pour terminer, bon appétit, et une curiosité pour vraiment terminer. Rogalik croissant. Bon, je vous remercie de votre attention. Donc, Oui. je vais fermer tout de suite la présentation. Voilà. D'accord, c'est nous qui vous remercions, Madame Teresa Tomaszkiewicz, pour cette présentation tellement riche. Il y a tellement d'éléments, tellement de problématiques en fait que vous avez soulevées. Je pense qu'on aura maintenant la possibilité d'en discuter au moins certaines d'entre elles. Et donc, je vais demander à notre technicien de fermer la vidéo, l'enregistrement. Mogę poprosić o wyłączenie